Un jour, Poutine est venu chez moi et il a dit « Regarde, voilà qui j'étais et qui je suis devenu. Est-ce que Dieu a fait ça pour que je finisse ce que les autres n'ont pas fini? Ce qui se passe en Ukraine, c'est une guerre contre le diable. Macron, tu nous fais des ultimatums. Des ultimatums. Avant, on donnait des Oscars pour le cinéma. Aujourd'hui, il y a une liste de ce qu'un film doit inclure. Il faut des homosexuels, il faut des transgenres, il faut des personnes de couleur. Hollywood a fait l'Amérique, pas l'inverse. Bien, chers internautes, nous avons l'immense honneur d'être reçus par un metteur en scène, cinéaste, acteur dans un premier temps. Aujourd'hui, polémiste extraordinaire d'une émission qui s'appelle Bessagone, chasseur de démons. C'est une des figures les plus connues de Russie. Et c'est une chance extraordinaire de pouvoir être reçu justement dans ce lieu où se tourne ce chasseur de démons. Bonjour Nikita. Добрый день. On vous connaît plus aujourd'hui, et même en France, sur votre dimension Bessagone. Mais il faut rappeler quand même que la France et l'Occident vous connaissaient avant la perestroïka, à l'époque de l'Union soviétique. Vous étiez acteur, vous avez été metteur en scène, vous avez eu un Oscar, alors c'était en 1995, évidemment, pour film étranger, le meilleur film en langue étrangère. Et peut-être souvent on cite une œuvre qui est une réinterprétation de Tchekhov, vous concernant, de 1970, en 1977. Vous réécrivez finalement le fameux Sans Père, partition inachevée sur un piano mécanique, qui je trouve pourrait être la première question que je vous poserai, parce que je crois que le mal de l'Occident dont vous parlez aujourd'hui, il vient beaucoup de ce Sans Père. Et je trouve assez extraordinaire que vous ayez débuté votre carrière sur ces sujets. D'abord, ce n'était pas mon premier film. Mon premier film fut Le Nôtre parmi les autres, un eastern devenu culte. Le deuxième était Esclave de l'amour. Piano mécanique était donc mon troisième film. Vous savez, je n'ai jamais réfléchi à l'avance sur l'impact futur de mes œuvres, car y penser risquerait de fausser ma perception de moi-même. Cela dit, il est vrai que certaines de mes œuvres ont semblé anticiper leur époque, comme légèrement en avance. Surtout mes films récents, comme Soleil trompeur ou Le coup de soleil. Piano mécanique est comme une synthèse de ma compréhension de Tchekhov. C'est notre Tchekhov, celui de mes collègues et moi, à cette époque. Les problèmes soulevés par Tchekhov restent totalement actuels. Ce n'est pas moi qui ai anticipé, mais Tchekhov qui a vu 100 ans en avance. Platonov, bien sûr, le personnage principal. Platonov, évidemment, l'acteur principal. Vous êtes d'abord un artiste issu d'une famille, un arrière-grand-père peintre, un grand-père peintre, un père qui est un poète, qui va créer l'hymne de l'Union soviétique et le nouvel hymne russe. Et votre père est un poète qui fait entre autres des contes pour enfants. Vous vous inscrivez dans cette lignée d'artistes, d'abord en tant qu'acteur et puis ensuite en tant que metteur en scène. Vous savez, le sentiment des racines vient avec l'âge. Nous avons un proverbe russe qui dit « Ce qu'on a, on ne le chérit pas. Quand on le perd, on le pleure. » Quand tu grandis dans une certaine atmosphère, dans une famille particulière, ta vie semble naturelle. Chez nous, il n'y avait pas de ce fameux « papa travaille » ni d'admiration excessive. Nous n'étions pas dans ma famille dans l'idolâtrie mutuelle.
mais assez ironiques les uns envers les autres, avec respect. La compréhension de ce qu'était mon père, c'est venu à l'âge adulte. Il avait 80 ou 85 ans. Il était donc déjà très âgé. Lors de son jubilé, on m'a demandé de lire ses poèmes pour enfants. Je les ai ouverts pour choisir et j'ai été bouleversé. Son génie de poète pour enfants m'a frappé. Son génie était dans le fait qu'il écrivait non pas comme un adulte pour des enfants, mais comme un égal. Ma mère disait « Ah, Sergueï, il a toujours 13 ans. » C'était vrai. C'est un immense bonheur, comme je le comprends, de ressentir, oui, de ressentir ses racines sans en sentir le poids. Moi, je me sens totalement libre de ce que j'ai accompli. Je n'ai pas l'impression d'avoir fait de grands films ou gagné des Oscars. C'est agréable, mais travailler pour cela, ça ne suffira jamais. Je nage presque tous les jours 1 kilomètre avec des écouteurs, en écoutant la musique de mes films, composée par le grand Artemiev, mon ami proche. Parfois, je m'étonne, avons-nous vraiment créé tout cela? Cela suscite de l'étonnement, l'envie d'en être fier. C'est pourquoi je supporte facilement les critiques. Vous êtes né en 1945. C'est la génération en Occident de ceux que l'on va appeler les boomers, la génération de mai 68. On dit de cette génération qu'elle est la génération qui a cassé la transmission, qu'elle a fait disparaître l'image du père, à la fois sur le plan de la famille, sur le plan avec le père de famille, le père au niveau politique et le père dans la religion. Et c'est ça que je trouvais dans cette adaptation de Tchekhov que vous avez fait, quelque chose qui nous parle du monde d'aujourd'hui. Je n'y avais jamais pensé. En fait, notre génération, à titre très juste, était appelée perdue, surtout dans notre pays. Elle a vécu un tournant. En Russie, c'était le passage de l'Empire à la Révolution, puis à la guerre civile, à la Première Guerre mondiale et à la Grande Guerre patriotique. Après 1945, l'année de ma naissance, le souvenir de la guerre unissait les gens. Avant, c'était l'Évangile qui les liait. Tchekhov disait à son cocher exigeant trop d'argent, « Crains-tu Dieu? Où est ta croix ?» Ils se comprenaient. Ils étaient unis par la foi. Après la Révolution, la guerre civile, le rejet de la foi, quand le peuple par lui-même détruisait les églises, brûlait les cathédrales, brûlait les icônes, cela a brisé la nation. On pouvait alors unir la nation seulement par l'enthousiasme, un produit éphémère, ou par la peur et la guerre. Une guerre sur son territoire, c'est la seule façon de comprendre ce qu'est la guerre. Quand elle se passe chez toi contre un ennemi extérieur, tout devient combat. Soldats, officiers, vieillards, chaises, lampes, tout est mobilisé. Ce vécu génétique de la guerre est un puissant stimulus pour nous. Par exemple, les Américains n'ont jamais combattu sur leur propre territoire. Quand ils rapatrient des cercueils de Libye ou d'Irak, c'est une tragédie pour une famille, pas pour le pays entier. Ils n'ont pas cette peur génétique de la guerre. La guerre était toujours ailleurs, mais chez nous, elle est ancrée. Les gens, après la guerre, se connectaient par ce vécu. Brejnev pouvait arriver dans une usine, parler à un ouvrier
et lui dire « Où as-tu combattu ?» L'ouvrier répondait « J'étais là, au deuxième front biélorusse », et ils se comprenaient, liés par ce passé commun. Brejnev n'était plus le premier secrétaire. L'ouvrier n'était plus juste un ouvrier, mais des hommes ayant combattu ensemble. Quand ces gens ont commencé à disparaître, le sol s'est dérobé sous nos pieds. L'unité des gens s'est effritée. La foi était absente, réprimée. Elle avait été écrasée. L'idée communiste était vague. Construire le communisme, lequel, comment? À chacun selon ses besoins, selon ses capacités. Alors, on a cherché à inventer des causes communes. La guerre en était une, la révolution aussi. Puis, on a créé des projets, comme la conquête des terres vierges, pour unir les gens autour d'un but commun. Mais c'était éphémère. Et ça s'est terminé comme ça s'est terminé. Et ce vide a conduit à une auto-illusion catastrophique. Nous nous sommes retrouvés complètement complexés, absolument convaincus que là-bas, ailleurs, c'est meilleur. Mais ici, quand une immense nation comme la nôtre, avec tant de fuseaux horaires, tant de langues, de croyances, est dirigée par des esprits étroits, avec, au mieux, une mentalité de chefs régionaux, sans la capacité de saisir l'ampleur de ce pays. Quand les riches et puissants chefs leur tapaient sur l'épaule en souriant, ils croyaient avoir attrapé Dieu par la barbe. Ma mère me disait « Crains les gens pour qui le pouvoir est un rêve. Va vers ceux pour qui le pouvoir est une croix, une lourde croix. » Quand le rêve s'est réalisé pour Gorbatchev, c'était bouleversant. J'ai pleuré quand je l'écoutais à l'ONU, sans papier, jeune. Et nous sommes tous tombés dans le piège. Et alors on pouvait lui dire « Magnifique, quoi! Prix Nobel de la paix. Nous n'approcherons pas l'OTAN de vous. Aucun papier signé. Nous retirons et détruisons le pacte de Varsovie. Nous brisons le mur de Berlin. » Et alors, Brzezinski dit une grande phrase. Il a dit « Le communisme est détruit. Il reste à détruire l'orthodoxie. » Un jour, Griboyedov a dit à propos des décembristes sortis sur la place du Sénat, « Vacillement des esprits en rien solide. » Absolument génial. Vacillement des esprits en rien solide, car la foi donnait la solidité, elle unissait, et l'empereur et le mendiant dans l'Église étaient absolument équivalents. Ensuite, l'un montait dans un carrosse et partait au palais, et l'autre se tenait avec sa casquette et demandait l'aumône. C'était important. Et je considère que, j'espère que vous ne me reprocherez pas d'hypocrisie, parce que moi, pratiquement tout le dernier temps, toutes les dernières années, je parle de ça, j'en suis convaincu, que Eltsine et sa famille ont commis une erreur tragique en amenant Poutine. Ils pensaient qu'arrivait juste un petit officier du KGB avec qui on pouvait négocier. Personne ne pensait qu'émergerait une force, une intelligence, une droiture. Et le plus important à mes yeux, une vision globale et générale du pays. Un jour, en 2001 ou en 2002, nous parlions avec lui. Il est venu chez moi. Nous étions à ma datcha. Et il a dit « Regarde, voilà qui j'étais et qui je suis devenu. Est-ce que Dieu a fait ça pour que je finisse ce que les autres n'ont pas fini ?» Et ça m'a alors beaucoup, convaincu que c'était sérieux. Je pense que personne, parmi ceux qui étaient avant lui, n'aurait jamais pu dire cette phrase. Ce qui a commencé à se passer dans le monde, vous le savez parfaitement,
Il y a un proverbe en Russie, chronique d'une fertilité déclinante. Pour revenir sur ce monde, vous avez parlé à un moment donné du vide, de la destruction. Et dans le vide tombent les démons qui ont pu envahir un espace. Et d'où la nécessité d'avoir des chasseurs de démons. Vous comprenez, le fait est que si tu crois en Dieu, tu dois croire aussi à l'existence du diable. Ça ne va pas autrement. De ça, toute notre vie est faite de la lutte de l'un avec l'autre. Là où Dieu se renforce, cette résistance, elle est éternelle. Et regardez, depuis le moment où la Russie a commencé à se relever, je ne parle même pas de l'économie, je parle de le sentiment de soi comme partie d'un grand tout. Quand les églises ont commencé à renaître, moi, j'étais baptisé sous la veste. Grâce à ma mère seulement, j'ai été initié à l'église et toute notre famille. Un prêtre venait chez nous, mais quand même, cette peur était là. Je suis venu à Pâques à l'église et ensuite nous sommes tous allés au restaurant. Et un homme que je ne connais pas s'est approché de moi et a dit « Nikita Serguevitch, tu te baptises sous ton petit manteau ?» Effrayant. J'ai ressenti une telle honte et peur. Je ne l'ai même pas regardé pour ne pas voir cet homme qui m'observait. Déjà mes enfants qui chantaient dans le chœur d'église, et même en général, ils n'avaient pas ce problème. Cette peur n'était pas là. Et regardez ce qui se passe depuis le moment où une réelle possibilité de renaissance, d'une compréhension sincère de l'importance pour le pays et l'orthodoxie comme un tout, comme une possibilité de se retrouver, de compréhension mutuelle. Vous savez, il y a eu une très grande lutte dans laquelle j'ai participé. Quand on voulait traduire les textes d'Église en un langage russe simple et compréhensible, et je me suis engagé dans cette lutte, et j'ai dit que ça ne pouvait pas se faire. Parce que c'est ce qui relie, tu peux ne pas comprendre les mots, mais c'est une musique qui te relie à Suvorov, à Kutuzov, à Dimitri Donskoy, à tous, à toute l'histoire de ton pays. C'est la seule chose qui vous relie. Et j'ai eu une histoire très intéressante. J'avais un ami général du KGB qui, quand tout s'est effondré, nous nous sommes rencontrés et il me dit « Je ne sais pas quoi faire. J'étais membre du parti, mais je ne servais pas le parti. Je servais l'État, je servais le pays. Si je n'étais pas membre du parti, je n'aurais pas pu y travailler. Dans une mosquée, je suis touriste, je regarde. Dans une synagogue, dans un temple bouddhiste, je suis touriste. Mais dans une église russe, je me sens étranger. Faire le signe de croix mécaniquement, je ne peux pas. Je ne comprends pas ce qui s'y passe. Je suis désemparé, sans croyance. C'est une tragédie absolue. Le sol se dérobe. Je lui ai dit, ne sachant quoi dire, « Mais écoute, ne lis pas les textes anciens, n'étudie pas le slavon. Va à l'église le dimanche, juste pour être là. Si tu ne peux pas te faire baptiser, ne le fais pas. C'est sans obligation. Sois avec ces gens. 3 ou 4 ans plus tard, je lui ai demandé. Alors, il m'a répondu, je chante dans le chœur d'église. C'est une chose sacrée, pas une science. On ne comprend pas tout, mais on le ressent. C'est aussi naturel que de se brosser les dents, par exemple. Tu ne peux plus faire sans. Sans cela, on se sent sale, comme après un mois sans se laver. Cela devient naturel. Et
Quand cette renaissance a commencé, le démon s'est réveillé. Regardez l'attaque contre l'unité de l'orthodoxie menée par Bartholomé, patriarche, ancien officier turc. Ce qui se passe en Ukraine, ce n'est pas une question d'oligarques. C'est une guerre contre le diable. C'est ainsi. La foi se réveille à l'Est, une guerre sacrificielle, et les démons, je n'avais pas encore réellement parlé, à l'Ouest, vont vers feu de tout bois. Et cet affrontement sacrificiel. J'aimerais que vous nous parliez justement dans cet Occident. Je ne sais pas jusqu'où je peux être franc. Ce que je dis est sincère. L'Occident ne m'intéresse plus. Il m'ennuie. Il n'y a personne avec qui parler. Je parle des dirigeants. Pas des gens ni de mes collègues. Le seul leader occidental avec du caractère était Angela Merkel. Les autres, ce sont des petits qui portent les vêtements des grands. Ils ne tiennent pas parole. On ne peut pas leur faire confiance. Ils sont hypocrites. Ils cherchent à s'affirmer à tout prix. Ils sont complexés. Croyez-moi, ce n'est pas du chauvinisme russe. C'est juste, quand je suis arrivé en Amérique, j'étais ravi des sourires. On me disait « Hi, how are you? You look so good, unbelievable. » Je pensais « Waouh, c'est ça !» J'étais si inspiré par ça. Mais 2 heures plus tard, la même personne répète la même chose. Quand un sourire n'est que politesse, ça ne veut rien dire. C'est triste. Une politesse vide. Ce n'est pas que nous sommes bons et qu'ils sont mauvais. Nous avons nos problèmes. Si vous regardez Bessagon, vous savez que je parle librement. Je n'ai absolument pas de complexe d'affirmation. Nous avons perdu 27 millions de vies dans la guerre. Comment peut-on frapper une médaille pour les 75 ans de la victoire avec les drapeaux américains, français, anglais, sans le drapeau soviétique? Ce n'est pas à nous humilier, c'est révéler votre complexe d'infériorité. Quand Trump dit que les États-Unis ont gagné la Seconde Guerre mondiale, que nous avons ouvert le second front en 1944 juste pour bloquer Hitler, ce n'est pas possible. Si vous êtes un homme, vous ne faites pas ça. Comment vous expliquer? Ça ne suscite ni colère, ni rage, ni irritation. Mais quoi, les gars? Sérieux? Peut-être pour aller quand même revenir sur un aspect qui est lié à Bessagon, de même que le drapeau soviétique est effacé de la médaille, il y a 3 drapeaux. Vous avez eu la même chose avec les Jeux Olympiques, qui étaient les Jeux vraiment de la décadence. Ah, les Jeux Olympiques. Vous savez, je ne ressens même pas de satisfaction malveillante. Quand tu peux dire « ça vous plaît ?» C'est simple. Ne nous touchez pas, vivez comme vous voulez. Macron, tu nous fais des ultimatums. Des ultimatums. Un proverbe dit « pour faire mal à ma mère, je me gèlerai les oreilles ». C'est ça les sanctions. Et alors, nous sommes allés au sud, en Asie. Nous sommes le seul pays au monde qui soit un pont réel entre l'Est et l'Ouest. La culture occidentale nous est accessible et les vents de l'Est, nous les accueillons. Quand j'ai reçu l'Oscar, c'était pour un film, pas pour l'idéologie ni la politique, mais pour le cinéma. Avant, on donnait des Oscars pour le cinéma. Aujourd'hui, il y a une liste de ce qu'un film doit inclure pour Cannes ou un Oscar. Il faut des homosexuels, il faut des transgenres, il faut des personnes de couleur. Nous avons créé l'Académie eurasiatique du cinéma. L'Oscar ne donne pas d'argent, mais il t'ouvre à des contrats d'un autre niveau. Nous commençons à peine ce cinéma avec des pays eurasiens comme la Chine, l'Iran, la Corée et d'autres.
Cette académie a pour principe de préserver les valeurs nationales, la famille, la foi, la tradition, la culture, l'histoire, rien qui vienne, disons, du diable. Le premier prix pour le meilleur film, $1 million. Les 12 autres prix, $250 000. Nous savons que si c'est un énième festival, ça ne fonctionnera pas, mais nous aiderons ceux qui développent leur cinéma inconnu du grand public. Qui connaît ce grand cinéaste iranien génial qui filme avec 3 fois rien? Hollywood a fait l'Amérique, pas l'inverse. Dans les années de répression, les policiers américains en lunettes noires, mains derrière le dos, jambes écartées, c'est du cinéma. Je tire mon chapeau au cinéma américain, un grand cinéma. Mais Chronique d'une fertilité déclinante est là aussi. Regardez les films des années 70 avec du sens, Nicholson, De Niro, de grands réalisateurs. Un cinéma qui portait des idées et a conquis le monde. Mais il s'est réduit comme une peau de chagrin à faire de l'argent. L'inertie demeure pourtant. Je suis convaincu que ce cinéma méconnu, qui ne rapporte pas des fortunes, nous l'aiderons. L'Académie eurasiatique, avec ses prix, donnera de l'argent. Et si la cérémonie est chez nous, nous choisirons les films lauréats. Si c'est en Chine, ils décideront. Je pense que comme les BRICS, nous allons grandir rapidement. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à nous, Européens de l'Ouest? Allez au Louvre, prenez les livres de vos grands écrivains, poètes. Tournez-vous vers l'époque où la culture européenne était un phare pour le monde. Revenez à vous-même. Imaginez Victor Hugo se réveillant de sa tombe aujourd'hui et vous regardant. Que dirait-il? Comme l'a dit Mahler, la tradition, ce n'est pas adorer les cendres, mais transmettre le feu. On ne peut pas tout nier. Vous rejetez ce qui était réel, à savoir la base de la tradition européenne. Vous vendez pour des millions un tas d'excréments sur un tabouret, comme de l'art. Savez-vous ce que sont une performance et une installation dans l'art? Une installation, c'est déféquer devant une porte, sonner et s'enfuir. Une performance, c'est sonner puis s'asseoir devant la porte et déféquer. Merci. Спасибо. Le héros national d'aujourd'hui en tout cas, c'est Poutine. Alors Nicolas, pas trop stressé? Quand même, c'est impressionnant. C'est très impressionnant comme lieu. La personne qui va arriver, qui paraît qu'il est très ponctuelle, va à mon avis, c'est aussi une personne qui a une aura très spécifique que j'ai pu admirer sur la télévision russe. C'est juste, c'est millions et millions de vues. Chacun de ces Bessagones, qui est un chasseur de démos. Donc quand on a un chasseur de démos, un ancien acteur, metteur en scène oscarisé, plusieurs nominations, la Mostra de Venise, tout ça. Et quand on me dit qu'il arrive, je commence à avoir un peu la chair de poule, c'est vrai. Bon, on te souhaite bon courage, Nicolas. Merci, Franck. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Le patrimoine que vous avez accumulé toute votre vie ne servira bientôt plus à rien. L'euro numérique arrive dans moins de 5 ans, et avec lui toutes les futures mesures liberticides. L'impossibilité d'épargner, de consommer librement. Si vous ne voulez pas ce futur pour vous et votre famille, Géopolitique Profonde a développé une solution pour vous, la lettre confidentielle. Cliquez sur le premier lien en description pour la découvrir. Ne laissez pas vos élites vous enfermer dans le communisme 2.0.